Une exposition de modélisme ferroviaire dans le sud-ouest de la France, c'est assez rare pour être souligné et pour que j'y sois allé tourner un reportage. Elle se déroulait à Castres, dans le Tarn, et comme il se doit, accent légèrement chantant, bonne humeur et humour étaient au rendez-vous. Nous avons des êtres venus d'ailleurs qui font connaissance avec les habitants de Bretagne. Nous avons ceux qui sont pour, et puis nous avons quand même, comme on est en France, des opposants. Pour certains, les mondes miniatures restent le dernier espace de liberté où tout est permis, ou presque. Bon, le monsieur qui a envie de payer actuellement 45 € d'amende parce que maintenant c'est interdit. Pour d'autres, c'est le moyen de ne pas oublier ses racines. Moi, je suis auvergnat de Paris et je suis attaché à une ligne qui s'appelle Bord-les-Orgues-Neussargues. Quelques-uns s'inspirent de pratiques venues d'outre-Atlantique. On joue comme à l'américaine avec des cartes wagons et ce qu'on appelle des waybills qui vont nous permettre de dire le wagon arrivant arrive ou vide ou chargé, doit aller à tel endroit sur le réseau. Tandis que d'autres font dans la vulgarisation ferroviaire. Alors on va faire du dégarnissage, enfin montrer aux gens ce qu'est le dégarnissage à travers les maquettes. Le train, c'est aussi l'histoire, le plus souvent très brève, de ces petits tortillards qui irriguaient dans l'entre-deux-guerres tout le pays, laissant des traces sur le terrain et dans bien des mémoires. Il y a 2 ans, j'ai décidé de commettre un livre sur des moments de l'intérêt local de l'Hérault que je n'ai pas connus et auxquels j'aurais aimé assister. Toutes ces voies mènent au modélisme ferroviaire et l'exposition de Castres était là pour démontrer une nouvelle fois, s'il en était encore besoin, que la passion du train peut s'exprimer sous de multiples facettes. Prêt pour la visite? Alors bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Il y avait à Castres, en ce dernier week-end d'octobre, matière à se régaler une nouvelle fois. Je n'aurai dans ce reportage, pas plus que dans les autres comptes rendus d'expositions précédents, la prétention de vouloir absolument tout vous montrer, ce qu'il était donné de voir sur ce salon, mais comme vous en avez certainement l'habitude maintenant, je vais privilégier les réseaux et les modélistes que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter dans Aiguillage ou ceux qui se font rares. Une petite nouveauté cependant, à l'intention de ceux qui soutiennent Aiguillage en ayant souscrit à l'option première classe sur le site www.aiguillage.eu ou qui sont devenus membres de cette chaîne via YouTube, vous retrouverez une version longue de toutes les interviews que je vous propose dans ce numéro, si vous souhaitez prolonger le plaisir de la découverte. Castres, certains d'entre vous le savent peut-être, c'est le fief d'une pratique assez particulière du modélisme ferroviaire, qui a le mérite d'être accessible au plus grand nombre. Il s'agit des modulinos, contraction des mots module et domino, une forme de modélisme ferroviaire qui s'est développée autour du club local, le Rail Miniature Castrais. Les modulinos sont nés dans une discussion dans une voiture entre François Fontana, François Fouget et De Castrais. Michel Viers, je ne me souviens plus du 4e, je suis désolé. Et c'est parti de là, d'une idée de mettre des modules les uns avec les autres. Et voilà ce que ça donne, un ensemble. Donc il y a beaucoup de modulinos castrés ici, mais il y a un peu de partout de la France. Ils méritent certainement tous qu'on s'y arrête. Un par un, ça va faire beaucoup, peut-être. Oui. Hein, tu nous en montres quelques-uns qui te paraissent quand même aller sortir un peu du lot, être un peu nouveau ou avoir un intérêt particulier. On va se diriger vers la Porte des Étoiles. C'est vraiment un des plus beaux. Alors nous sommes là devant la Porte des Étoiles, fait par un adhérent du Rail Miniature Castrais de Bretagne. Donc nous voyons que nous avons des êtres venus d'ailleurs qui font connaissance avec les habitants de Bretagne. Nous avons ceux qui sont pour les extraterrestres. Et puis nous avons quand même, comme on est en France, des opposants. Ah, sinon c'est pas drôle. Ouais. Voilà. Donc nous avons un dolmen, bien sûr, un vrai dolmen qui représente vraiment le vrai dolmen. Et nous avons la Porte des Étoiles que nous allons vous faire fonctionner.
C'est comme dans Stargate, ça cherche le code. Donc la porte cherche le code pour faire rentrer, ouvrir la porte. Les chevrons s'allument. Voilà, les chevrons s'allument un par un. Donc là, ça fait bleu, ça montre que là... Et voilà. Et qu'y a-t-il derrière la porte? La galaxie des lapins que l'on trouve à côté, juste à côté, qui est une bande dessinée faite par un breton. Excellent. Cousin du membre du... D'accord, en plus. Voilà. C'est génial. Alors ensuite, nous avons un concert. Donc nous sommes toujours en Bretagne avec des marques de bière locales, bretonnes, que seuls les Bretons connaissent. Donc là, nous avons le concert breton, le vrai de vrai. Voilà. Et comme on n'est quand même pas que breton, en avant, nous avons une deuxième partie un peu plus rock. Ensuite, nous avons le pont Transborder, le pont roulant, qui a vraiment existé entre les années 1873 et 1923. Le vrai mécanisme qui actionnait une pompe qui faisait tourner le truc, mais qui malheureusement s'est cassé durant l'exposition. Et je voudrais te montrer quelque chose. Là, tu as les tournesols, il faut rester un moment, mais les tournesols tournent vraiment avec le soleil. Donc là, tu vas les filmer maintenant et tu verras que dans 2-3 minutes, ils n'auront pas la même position. Voilà, il y a un train qui arrive. Là, tu as quelqu'un qui coupe son arbre. Voilà, l'arbre tombe sur la voie. Pas de chance, évidemment, mais voilà, toujours quelqu'un qui veille. Regarde le train, tu vas voir, le train arrive. Et comme la sécurité prime avant tout, le train s'arrête. Ici, nous avons le rouleau compresseur, tu vois, qui fait son travail. Donc toujours pareil, ouvrir les barrières, je ne sais plus où c'est. Voilà. Tu vois. Et comme il y a le train qui arrive, je ferme. Le bouton, il est caché dans le décor. Voilà. Et là, comme le train est passé, hop, on peut rouvrir les barrières. Chaque modulino, chaque concepteur de modulino met sa petite touche et ajoute des petits gadgets cachés comme ça. Donc là, tu vois, les tournesols ont tourné depuis tout à l'heure. Et au club de Castres, donc, la fabrication de modulino continue. Il y a des gens qui... Oui, qui font, nous avons Nicolas, un jeune adhérent, qui a fait son modulino, il va nous le montrer. Voilà, chacun arrive et fait un modulino. Personnellement, moi, je n'en ai toujours pas fait, mais après, les jeunes qui arrivent font leur modulino. Nous avons deux nouveaux adhérents qui ont fait chacun un modulino. Dis-moi déjà, pourquoi tu t'es mis à faire des modulino? Qu'est-ce qui t'a... Je trouve bien que chacun fait son propre module et après en exposition, on se raccorde tous et ça fait un joli réseau. Je trouve ça vraiment chouette que chacun fait son module. Et alors, après, tu peux faire tout et n'importe quoi. Presque, à part les faces. Ouais, il faut que tous soient les mêmes, qu'on puisse se raccorder. Mais je veux dire, en termes de décor, il y a toute liberté, il n'y a pas de contraintes. Non. Donc toi, qu'est-ce qui t'a motivé, enfin, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui t'a inspiré? Moi, ce qui m'a inspiré, c'est surtout les deux maisons. Donc ça, c'est une maison qui appartient à mon arrière-grand-mère. Et ça, c'est une maison qui appartient à ma cousine. D'accord. Voilà. Et dans la famille, on a une petite tradition, c'est d'aller boire la soupe à l'ail. Sous la tonnelle, donc c'est pour ça que j'ai représenté ça. Donc c'est une représentation très, très personnelle. Voilà. C'est sympa aussi. Et ce que je trouve bien dans le modélisme, c'est qu'on peut refaire tout et n'importe quoi, même des petites traditions amicales, familiales. Voilà. Et sur celui-là, alors, qu'est-ce qui était le... Celui-là, donc j'ai voulu juste représenter un siphon. Ouais. Voilà. Et après, le reste, c'est juste de l'imaginaire. D'accord. Voilà. Et parce que c'est important quand on fait du modulino, la matière première, enfin les techniques, qu'est-ce que tu as utilisé? Parce que le but, je sais que c'est de ne surtout rien acheter, donc c'est il faut récupérer tout, donc qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu toi comment tu... Donc moi je procède avec de la 3D. Donc je modélise avec Fusion 360 et Blender. Oui. Donc voilà. Oui, c'est vrai que maintenant il y a aussi cette possibilité qu'on a avec la... Exactement. Donc tout ce qui est décor et tout ce qui est flocage, etc., tu le fais comment? Le flocage, j'en prends un petit peu au club. Tu fais du flocage classique. Allez, alors là maintenant je vais vous montrer la face cachée du modulino. Le public n'a pas accès auquel le public n'a surtout pas accès. Et ça, c'est l'esprit modulino. Et cet esprit-là,
c'est quand ils se rencontrent dans les expositions où ils vivent en autarcie, entre guillemets, ils ont besoin de rien. Donc venez voir. Venez voir. Il ne faut pas le croire, il faut absolument pas. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons les agapes, voilà, ils ne vont pas mourir de faim, ils ne vont pas mourir de soif. C'est l'esprit modulé. On est rassuré pour eux. Voilà, donc ils sont bien, ils ont besoin de rien. Donc voilà l'esprit camaraderie, auberge espagnole. Donc je retiens que pour faire des modulino, il faut vouloir faire du modélisme en dépensant pas grand chose, mais il faut aussi être un bon vivant, parce que sinon on n'est pas... L'esprit camaraderie. Voilà, sinon ça ne va pas. L'exposition s'étendait sur 2 salles. Dans celle dans laquelle se trouvaient les Modulino étaient également exposés quelques autres petits réseaux, parmi lesquels Canal Sec 1840 de François Fontana et François Fouger, qui nous replonge dans l'atmosphère des tout débuts du chemin de fer dans la région de Saint-Étienne. Et les établissements Alphonse de Sylvain Coste. Dans la grande salle, les réseaux étaient particulièrement nombreux. On en remarquait 2, proposés par un club ayant traversé les Pyrénées pour venir à Castres. Le premier est El Tren d'Olot, réalisé à l'échelle HOM, souvenir d'une ligne devenue depuis voie verte qui reliait les 2 villes catalanes de Gérone et Olot, distantes d'une 50aine de kilomètres. Ce train avait la réputation de partir quand il voulait et d'arriver quand il pouvait. Et puis Fosso de la Reina, qui représente une gare située dans la ville de Puerto, en Espagne, sur une ligne à voie métrique non électrifiée, fermée en 2009. Elle était évoquée sur ce réseau à l'échelle N métrique. Mais je vais m'arrêter un peu plus longuement sur cette autre gare située dans la région du Haut-Vallespir, à la frontière espagnole, où l'on se rendait en train à partir d'Arles-sur-Tech, à une époque où les moyens de transport se faisaient rares dans la région. Cette ligne a fonctionné pendant un petit quart de siècle, entre 1913 et 1936, assurant un important trafic de marchandises généré notamment par les entreprises textiles locales, mais aussi de voyageurs se rendant en cure à La Preste. Bien qu'à l'écartement métrique, pour des raisons techniques qui tiennent à la réalisation de 2 aiguillages triples qui n'existaient pas dans le commerce en HOM, les voies de cette maquette ont été créées à partir de rails destinés à l'échelle HO standard, dont l'écartement a été modifié, ce qui a pour conséquence d'en faire un réseau à l'échelle très inhabituelle du 1/64e. Donc là, ici, moi, j'ai représenté cette ligne avec les 2 types de locomotives, de locomotives de tramway qui existaient. Celle de la première génération qui était aux couleurs des PO, le rouge et jaune, très identique au train jaune. Et la deuxième, ça, disons qu'après, il y a peut-être eu des problèmes, ça je ne sais pas. Par contre, on a fait la deuxième représentation, la version verte, qui est la version la plus classique des tramways. Voilà. Si on remarque bien, on n'a pas représenté les fils, mais on a un caténaire qui est très haut. Oui. Pourquoi ? Parce que cette voie traversait les villes en utilisant les routes. Ce n'était pas une voie particulière, ce n'était pas une enclave SNCF, c'était pas une enclave réservée. Donc de ce fait, comme elle utilisait et elle traversait les villes, mais dans le cœur de la ville, on a des photos qui le démontrent, automatiquement, le câble de caténaire devait être à une certaine hauteur pour ne pas être dangereux par rapport aux riverains. Si c'était trop bas, on pouvait l'accrocher. Il fallait que ça soit, il y avait des distances par rapport au bâtiment. Donc, une des exigences, c'était quand même un câble qui transportait du 6000 volts à l'époque, parce que c'est des motrices de 350 chevaux. On avait donc des balais de caténaire très très hauts. On l'a représenté avec quelques petits pieds de nez. Bon, le monsieur qui va
qui a envie de payer actuellement 45 € d'amende parce que maintenant c'est interdit. Là, celui-là qui va se faire verbaliser parce que y a une façade avec une affiche qui est interdite en France. Je ne sais pas si vous la voyez, l'affiche. Mais à l'époque, elle était autorisée, le petit Sénégalais Banania. Oui. Là, on a un voilà. Là, on a un faloutier. Ouais. Le monsieur, il est en train de monter son échelle pour pouvoir nettoyer les vitres de son réverbère à gaz ou à pétrole, selon, parce qu'à l'époque, c'était le début des réverbères à gaz dans ces années-là. Donc là, j'ai représenté donc cette scène en 1925. Le 1er mai 1925. La raison est simple. Le 1er mai, c'était à l'époque la fête des travailleurs, non pas la fête du travail, mais la fête des travailleurs. Donc le fait que ce soit la fête des travailleurs, c'était une fête plutôt locale, pas une manifestation, c'était une fête locale. Et c'est un vendredi. Donc, vendredi férié, toute l'activité économique s'arrête le jeudi. Donc, on a beaucoup de stocks de marchandises au mois de mai. Donc, ça justifie d'exposer un peu le matériel qui était vendu. Et en même temps, l'avantage, c'est que on est vendredi, et on a le premier train qui arrive avec ses curistes, et on a un deuxième train qui arrive avec la boîte aux lettres d'ailleurs, et qui lui c'est un train spécial qui arrive pour la fête locale. Donc c'est une activité qui en temps normal n'existait pas à cette époque, puisque tous les jours il y avait un train qui rentrait, faisait la manœuvre, faisait la passe, reculait, s'accrochait et repartait. Voilà, on n'avait qu'un train le matin, un train le midi, un train l'après-midi et un train le soir. Voilà, on avait très peu. Le réseau La Gare de Prats-de-Mollo a été réalisé conjointement par Benoît Landman et son voisin d'exposition, Jean-Pierre Lescure, auprès duquel je vais m'arrêter maintenant. Moi, je suis auvergnat de Paris et je suis attaché à une ligne qui s'appelle Bord-les-Orgues-Neussargues. Je suis parfois séduit par un détail, par une ambiance, par quelque chose qui vous touche, vous voyez. Et notamment, par exemple, cette gare, qui est la gare de Saint-Bonnet-Saint-Saturnin, qui est dans un lieu complètement paumé, parce qu'elle est à 7 ou 8 km des Patelins. Il n'y a rien, il n'y a que la gare. Et alors, j'ai été séduit par une photo, cette photo-là, que j'ai vue que j'ai agrandie, cette photo qui donne une ambiance d'une époque du chemin de fer. Là, on est encore en 90, c'était au siècle dernier. Voilà. Et je vois un détail, c'est ce bâtiment-là. Ce bâtiment, je me dis, c'est quoi ce bâtiment ? Ce bâtiment, j'ai cherché. Et autour d'une gare, il y avait toujours un café-restaurant parfois. Et j'ai cherché et j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé de ce café. Et à partir de là, j'ai dit, je vais faire la maquette. Voilà. Et je fonctionne souvent comme ça. Pour moi, c'est important de rattacher le chemin de fer aux hommes parce qu'il a interpellé, le chemin de fer a interpellé les hommes, les a ennuyés, même parfois complètement bouleversés. Mais c'est quelque chose d'énorme, le chemin de fer. Non seulement ce sont des lieux, mais c'est aussi des ambiances sur le matériel. Oui. L'histoire du chemin de fer au travers de son matériel et de l'évolution de ce matériel. Là, par exemple, on a en gare stationné un train désherbeur. On est en 1967-68. On a encore des machines à vapeur, mais le matériel est assez rustique. L'homme est encore présent pour désherber. Maintenant, tout est automatisé. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est bien, c'est comme ça. Et par contre, là, vous voyez, j'ai mis en situation 3 époques des moyens qu'on mettait pour chasser la neige sur les voies. Au tout début, on a le soc qu'on poussait avec une loco. Après, et là, on est donc en Auvergne, et c'est du matériel qui était basé à Aurillac. Et c'est notamment le chasse-neige qui est venu des États-Unis, le chasse-neige à vapeur, et qui était poussé par une locomotive, les fameuses 141 TA. Et puis un jour, il a fait son temps, il est maintenant à Mulhouse, au musée, et on l'a remplacé par un chasse-neige plus moderne. Et ce chasse-neige, il existe toujours, il est toujours à Aurillac, et il est tiré d'une machine diesel, une des premières diesel du PLM, et qui a été transformée en chasse-neige. Et là, on est dans une évolution de matériel, de technique, de moyens de propulsion, et tout ça. Et tout ça, les locaux, c'est des locaux du commerce, mais les chasse-neige, c'est moi qui les ai réalisés en utilisant des plans
et en utilisant des pièces du commerce. Et alors, comme je disais, j'ai utilisé le N. Pourquoi? Parce que la place, la facilité peut-être de certains matériels, et c'est pareil, c'est aussi des lieux qui me sont chers, que ça soit à Lanches, où chaque année il y avait des foires, le chemin de fer jusque dans les années 68 transportait les vaches de la plaine, de l'Allier, jusqu'aux estives du Césalier. Et certains trains s'arrêtaient à Lanches, et en plus il y avait des foires, on achetait, on vendait le bétail. Voilà. Et alors par contre, ce qui est de Rion-Esmontagne, eh bien c'est une gare d'abord qui est le départ des trains du CFHA. Et en plus, il y avait une passerelle que j'ai connue, une passerelle en béton armé. Et cette passerelle a été construite en 1920. Elle a été construite en plus par un ingénieur en béton armé qui s'appelait Henbick et qui a inventé le béton armé en France. Et moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelait Baffray Henbick. Alors voilà, c'est ça les liens qui font que le chemin de fer me relie à la réalité et à la vie, quoi. Une toute autre manière d'appréhender la pratique du modélisme ferroviaire était proposée par l'amicale Bigourdan des chemins de fer miniatures, un club basé à Tarbes qui, pour l'exposition de Castres, n'avait pas hésité à faire un grand saut entre le sud-ouest de la France et le Grand Ouest américain. Le réseau a été fait par Jean-Louis Simonet, ce n'est pas le réseau du club de Tarbes, Jean-Louis nous l'a confié avant qu'il décède. Il a voulu représenter quelque chose qui était dans les Rocheuses, lié à une mine, la mine de Scott McCarrell. Donc il a inventé évidemment toute la ligne avec tout l'atrium qui va autour. La ligne est donc née grâce à Scott McCarrell qui développe une mine. Sa fille Lucie fait vivre la ville et donc la ville qui avait un autre nom devient la ville de Lucie. Et donc on a représenté ce qu'on appelle la Lucie branche, la ligne de Lucie. Qui permet de monter de Lucie, depuis Alamosa. On joue comme à l'américaine avec des cartes wagons et ce qu'on appelle des waybills qui vont nous permettre de dire le wagon arrive ou vide ou chargé, doit aller à tel endroit sur le réseau. Une fois qu'il va être à tel endroit, on va retourner cette carte et ça va nous dire le wagon doit retourner à tel endroit. Alors on va avoir une fiche wagon qui est comme ceci. Où on va retrouver la compagnie, le numéro de la voiture. Donc là, par exemple, la 3543, on va la retrouver ici, 3543. On va avoir des informations sur sa couleur, sa longueur. Ici, on va avoir le waybill. Donc le waybill, c'est ce qu'il va avoir à l'intérieur. Elle va aller au Teamtrack. Le Teamtrack, c'est le KO aux États-Unis. Elle va transporter de la farine. Une fois qu'elle va arriver au Teamtrack, on va retourner ce carton-là, et on va le mettre comme ça, et elle va retourner à la compagnie de Pueblo à vide. Poussons un peu plus loin dans la salle pour découvrir encore une autre facette de la passion du train. Pierre Galtier est aquarelliste. Il peint des toiles sur, devinez, le thème du chemin de fer. Mais sur son stand, il n'y avait pas que ses créations picturales. Je suis aquarelliste, mais je suis modéliste aussi. Il y a 2 ans, j'ai décidé de commettre un livre sur des moments de l'intérêt local de l'Hérault que je n'ai pas connus et auxquels j'aurais aimé assister. Alors, pour l'intérêt local de l'Hérault, tout a commencé ici, vous voyez en page 88, puisque cette vue du chemin de fer d'intérêt local de l'Hérault qui montait vers la gare à Chaptal ici, passait devant ma maison. Et on peut considérer que cette vue est prise depuis le couloir de ma maison. Et donc on voyait monter les petites Schneider et les plus grosses Borsig qui allaient faire des manœuvres à la gare d'Arène à Montpellier. Il raconte l'histoire, puisqu'il est pris dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire que ça débute à Montpellier avec, ici il y a la carte du réseau de l'Hérault qui était quand même très important, puisqu'il faisait plus de 250 km, en voie normale. Oui. Et donc la première, par exemple, c'est le train de Palavas qui vient d'être inauguré en 1872, donc, qui a été la première ligne de l'intérêt local. Et donc là, on voit l'intérêt local qui passe sur la voie du PLM qui arrive de Nîmes.
dans un site qui évidemment a beaucoup changé maintenant. Oui, c'est forcément. Mais il demeure évidemment la voie qui réunit Montpellier et Nîmes, et voilà, le Tarascon 7 comme on l'appelle. Avant de quitter l'exposition de Castres, je suis encore attendu sur le stand de SSTX, où une animation ne va pas tarder à commencer. Alors on va faire du dégarnissage, enfin montrer aux gens ce qu'est le dégarnissage à travers les maquettes. Parce que pour accéder sur les chantiers, en réalité, ça ne se fait pas comme ça, il faut être sécufère, etc. Et du coup, avec l'association, c'est l'idée de montrer aux gens ce qui se passe la nuit ou le jour sur les voies ferrées, qui est un milieu méconnu en fait du grand public. Donc là, on a le train de dégarnissage qui arrive sur la voie de travail. Donc il existe plusieurs dégarnisseuses en France. On a essentiellement RM 800, RM 900, 800 mètres par heure, 900 mètres par heure. Voilà. Là, on a la RM 80, donc reproduction de TSO. La RM 80 n'est plus en France, elle travaille au Mexique. Voilà. Et on l'a dans sa configuration finale avec un wagon pousseur qui permettait d'avoir un peu plus de puissance en fait sur cet engin. Donc la dégarnisseuse est en place, on va avoir le train de terre qui va arriver sur la voie d'à côté. Et puis on va pouvoir démarrer l'opération de dégarnissage en miniature. Donc le train de terre va avancer, va se positionner, va rester à l'arrêt. Comme ça, la dégarnisseuse, le tapis, donc, va être orienté vers les tombereaux et va pouvoir remplir en fait à l'avancement. Vas-y, tu peux tirer. Encore 2 wagons. Un wagon. À l'arrêt. Donc la dégarnisseuse qui fonctionne. Et à l'arrière du train, on a une trémie D12 qui permet de remettre en voie en fait du ballast en complément. Parce qu'on a déjà la partie qui a été criblée, qui est remise en voie. Mais on a du ballast neuf en apport pour pouvoir avoir un calage, pour pouvoir circuler derrière avec un train. Voilà, parce qu'il faut quand même circuler sur la voie. Et là, on ne le simule pas, mais on a une équipe qui est derrière, qui doit vérifier en fait ce qu'on appelle les gauches. Les gauches, c'est les écarts de dévers en fait, entre les 2 fils de rail, c'est sur 3 mètres. 3 mètres parce que c'est la longueur en fait, sur un bogie. Et s'il y a un gauche, en fait, la roue de l'essieu peut sortir et c'est là qu'on déraille. Donc là, on a le train de ballast qui va rentrer en scène derrière le dégarnissage. Donc sur du ballastage, en fait, on a quelques opérateurs. Il n'y a pas forcément des opérateurs sur toutes les ballastières. Donc là, on est sur une époque où on a toujours les opérateurs qui tirent les manettes pour ouvrir en fait les différentes trappes pour mettre en place le ballast. Donc on peut orienter en fait pour mettre à l'intérieur de la voie ou sur les extérieurs. Avec l'évolution des pratiques, la sécurité sur les chantiers, de plus en plus c'est automatisé. Donc là on a le ballast en action et on a une bourreuse qui va prendre la suite. Le ballast c'est des cailloux, c'est granulométrie 20-50. C'est ça, il y a plusieurs catégories, si c'est pour de la ligne à grande vitesse, si c'est pour de la ligne classique, en fonction du trafic. Et donc on a du vide entre les cailloux. Ce vide, si on ne fait pas une opération de bourrage, ce qui va se passer, c'est que la voie en fait va pas rester en place. Donc le fait de bourrer, c'est qu'on va venir supprimer les vides et faire que le caillou en fait soit bien compact dedans. Ce qui permet de tenir la voie en place, c'est le ballast, les traverses et le rail. Voilà. Donc derrière cette bourreuse, on va avoir un train qui va arriver pour faire une deuxième opération de ballastage et une deuxième bourreuse. Là, le train de ballast qui arrive, il y a 12 ballastières. Ouais. Il y a 2 unités multiples de G1206 de chaque côté, une en tête, une en pouce. Toutes les locomotives sont motorisées avec des décodeurs Zimo qui permettent vraiment d'avoir quelque chose de très fin au niveau de la programmation et surtout de bénéficier d'une touche de fonction pour faire des unités multiples. Comme ça, on peut avoir chaque locomotive indépendante et quand on les raccorde en fait pour les mettre sur un train de travaux, venir activer en fait la touche de fonction qui permet de faire les unités multiples. Généralement, en fait, il y a 3 à 4 passes de bourrage pour pouvoir mettre la voie à son niveau définitif. Donc là, on a le ballastage.
Donc maintenant, on a une autre bourreuse qui va arriver. Donc, pour la vidéo, on n'a pas pris le même modèle que celle d'avant. Très bien. Bon, c'est un modèle qui ne circule pas en France, qu'il est équipé d'un pantographe. Et en France, pour l'instant, il n'y a pas encore de bourreuse avec pantographe, mais ça viendra. L'objectif du pantographe, en fait, c'est de pouvoir acheminer sous caténaire et ensuite d'être en travail en mode thermique. Et derrière, on a l'équipe qui va vérifier que la voie est bien en place, qu'il n'y a pas de gauche non plus après bourrage, sinon il faudra faire une reprise avec la bourreuse tant qu'elle est sur place. Et ensuite, on restitue aux circulations une fois que toutes les vérifications sont faites. Si les trains de travaux vous passionnent, je vous signale 2 ressources, un reportage complet que je vous ai proposé sur la chaîne Aiguillage, pour laquelle j'ai suivi le temps d'un week-end prolongé une équipe de TSO sur une opération de renouvellement des voies à l'entrée de la gare de Narbonne. Et c'est nouveau, la version complète de cette interview que vous retrouverez parmi toutes les autres proposées dans ce reportage sur la page bonus du site d'Aiguillage. Vous y aurez accès si vous avez opté pour un passage en première classe afin de soutenir la chaîne en m'aidant à financer les reportages que vous retrouvez ici chaque lundi et le jeudi, tous les 15 jours. Bilan de ce week-end pour les organisateurs, 1255 entrées comptabilisées, c'est un résultat correct. Le public était ravi, ce qui réjouit les membres du Rail Miniature Castrais. Une nouvelle édition de ce salon devrait par conséquent être organisée, mais pas avant 5 ans, compte tenu de la lourdeur de la mise en place d'une telle manifestation. Puisque l'on est dans la région, je vous propose de jeter un œil à cet autre reportage consacré au club voisin et ami du RMC, le train miniature gaillacois, auquel j'avais rendu visite il y a de cela quelques semaines sur cette chaîne.